Écoutez bien. Ces plans constituent selon lui le meilleur rapport qualité-prix, the best and cheapest. Le 6 mai 1900, la Compagnie du Pont Québec engage officiellement Cooper comme ingénieur consultant. Continuez, madame, continuez. Vous êtes bien parti, marcher. Mais notre maquette n'est pas terminée. Mais c'est sûr qu'avec des instructions, ça aurait peut-être pu nous aider un peu. Permettez-moi d'abord de lire la question qui sera débattue ici ce soir à notre tribunal. Le deuxième, et je dis bien le deuxième effondrement du pont de Québec, négligence au coup du sort. Le bras sud qui s'avançait au-dessus du fleuve s'effondre à 17h37 le 29 août 1907. Seule la travée d'approche est intacte. Le reste n'est qu'un amas de ferraille. Le pont ne pourra jamais être livré tel que souhaité. L'échéance du 31 décembre 1908 devenait impossible à atteindre. Je vais d'abord commencer par une rapide mise en contexte des circonstances. En 1908, le gouvernement du Canada prend en charge la construction du second pont. Pour la reconstruction du pont, le ministère des chemins de fer et des canaux semble avoir appris des erreurs du passé. La vision manufacturière du projet est délaissée pour laisser une plus grande place aux ingénieurs. Pour le second pont, la travée a été construite à l'anse de scierie, puis amenée sur des pontons avec la marée montante, guidée par des remorqueurs. Bon. C'était tout de même hasardeux. Eh oui, hasardeux, dites-vous, pour le moins. Cette opération nécessite une marée et une météo idéale. Il ne peut y avoir ni de vent, ni de vague. Voici donc le récit des événements. Au petit matin du 11 septembre 1916, la travée commence sa dérive contrôlée vers le pont. À 6h35, la travée est sous les cantilevers et l'opération la plus délicate peut commencer. Garder la travée exactement au bon endroit, malgré le courant, et fixer les points avant que la marée ne se mette à baisser. À 7h40, la travée est fixée et elle commence son ascension à 8h50. Enfin, les pontons sont libérés. Les milliers de spectateurs sont alors à même de constater que la première phase de l'opération est un succès. Au moment où les criques sont éloignées de leur fixation et où l'on se prépare à le hisser au cran suivant, la travée commence à se tordre. Les appuis du coin sud-ouest se déplacent et la travée n'est plus suffisamment supportée. Puis, c'est au tour du coin sud-est de céder. En quelques secondes, toutes les attaches cèdent et la travée s'engouffre dans le fleuve. Elle y séjourne encore. Québec a eu son 11 septembre. Comme on note à l'époque, la catastrophe fait 13 victimes. Certains ouvriers qui se trouvaient sur la travée s'en sont tirés indemnes et quelques-uns ont été rescapés par les navires qui étaient à proximité. Afin de nous aider à mieux éclaircir le mystère du pont de Québec, j'inviterai maintenant notre témoin expert à la barre, M. Michel Lébreux, s'il vous plaît. La cause qui a été retenue est la suivante. On dit qu'un examen minutieux des pièces de support qui ont servi à retenir la travée durant l'élévation a démontré que le bris initial est survenu à une pièce de support en forme de croix située au coin sud-ouest de l'appareil de levage, causant le glissement de cette partie de la travée et provoquant ainsi le déséquilibre de toute la structure.
Le rapport du Conseil d'ingénieurs n'explique d'ailleurs pas l'éclatement de l'appui, se bornant à noter que pendant les 6 semaines précédant l'accident, ce même appui avait supporté une charge de 10% supérieure à celle qu'il portait lors de l'accident. Alors nous y voyons plus clair, n'est-ce pas, madame? Ce tribunal a maintenant à rendre un verdict sur la question que je rappelle, le deuxième effondrement du Pont Québec, négligence au coût du sort.